Bonjour à tous et bienvenue à notre webconférence AppSci-Cyborg. Alors, que dois-je faire pour être opérationnel en septembre 2026 avec Sage 100? Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Emmanuel Mattei, responsable de marché chez AppSci-Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions dans la zone de chat située à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Pour information, nous sommes assez nombreux aujourd'hui. Donc, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions pendant le webinaire, nous reviendrons vers vous individuellement par la suite. Alors, donc juste avant de te passer la main, Emmanuel, une rapide présentation de la société AppSci-Cyborg. En quelques chiffres, AppSci-Cyborg, c'est une société de services et d'intégration de solutions de gestion depuis plus de 35 ans. En 2024, nous avions un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros pour 600 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire français avec 13 agences ainsi que 2 agences à l'international. Notre objectif principal, c'est de vous apporter la meilleure qualité de service et un accompagnement complet dans chacune des phases de vos projets. Nous proposons des services de conseil, d'intégration de solutions de gestion, d'assistance, d'hébergement cloud ou encore du développement spécifique via la factory. Bonjour Emmanuel, je te laisse la main pour la suite. Merci. Merci Capucine, bonjour à tous, merci d'être présent ce matin sur un sujet qui nous occupe depuis quelque temps et sur lequel les informations s'accélèrent. Alors, j'ai commencé par un petit quiz rapide pour remettre un peu le contexte. Donc, première question. Je dois être prêt à recevoir des factures électroniques dès septembre 2026. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc la bonne réponse, effectivement, c'est vrai, puisque toute entreprise doit être prête à réceptionner des factures électroniques dès le mois de septembre 2026. Et l'obligation, elle concerne bien toutes les entreprises. Quand on parle de septembre 2026, c'est une date au plus tard. Donc ça veut dire que à cette date-là, il faudra que chaque entreprise soit en capacité de recevoir des factures et donc choisir sa plateforme agréée. Aucune question, aucune sanction n'est prévue si je ne me conforme pas. Alors, c'est pas vrai. C'est faux, il y a bien des sanctions qui sont prévues. Ces sanctions ont été révisées dernièrement, peut-être qu'elles évolueront encore. En tout cas, aujourd'hui, il y a bien des sanctions pour les entreprises qui ne transmettraient pas une e-facture ou qui ne produiraient pas le e-reporting en temps et en heure. Il y a aussi des sanctions pour les plateformes. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet de sanctions et de débat là-dessus, mais en tout cas, sachez que la réglementation parle bien de ce type de sujet. Alors, en fait, il faut vraiment se poser la question de savoir comment et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt pour septembre 2026. Donc, je vais refaire un point de situation à date sur la réforme de la facture électronique. Et ensuite, on va voir qu'il faut se positionner selon deux axes, deux prismes. Est-ce que je suis concernée uniquement par la réception des factures fournisseurs sur cette échéance de septembre 2026 ou est-ce que je suis concernée à la fois par la réception des factures fournisseurs et aussi par l'émission des factures clients. Et on verra que forcément les réponses ou les actions à mener ne sont pas tout à fait les mêmes, quelle que soit la situation et le contexte de l'entreprise. Donc, d'abord, un point de situation à date sur la réforme de la facture électronique. Donc, il s'agit d'une réforme fiscale, on en a déjà parlé. L'objectif est de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Donc, toutes les entreprises soumises à TVA sont concernées par cette réforme. On a vu qu'il y avait un calendrier d'application que je vais redétailler dans un instant, qui est en plusieurs étapes et avec donc des échéances différentes pour l'émission et pour la réception. Ce qui est très important de bien comprendre, c'est que désormais, on va parler de nouveaux formats de fichiers pour les factures. Des formats qui s'appellent UBL, C2I, FactureX. C'est un peu nébuleux, peu importe. En tout cas, ça veut dire qu'il faut que vous soyez en capacité d'exploiter ces fichiers-là, voire même de les produire si on parle d'émissions. Et puis, il y a donc de nouveaux circuits obligatoires pour pouvoir transmettre les factures.
avec des informations nouvelles aussi. On appelle ça le cycle de vie ou le statut de la facture. Et en fait, il y a de nouveaux acteurs. Donc, on a le portail public de facturation et les plateformes agréées qui s'appelaient, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, des plateformes de dématérialisation partenaires. Donc, en fait, ce sont des nouveaux acteurs qui vont intervenir dans la transmission de la facture à son destinataire et ensuite dans la transmission des éléments à l'administration fiscale. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de plateformes agréées qui sont immatriculées. Parmi ces plateformes agréées, il y a Sage, PennyLane, Esker. Ça tombe bien, ce sont ceux avec lesquels on travaille majoritairement, mais il y a aussi d'autres acteurs, Use, Conto, Cegid, SAP, etc. Donc, on va revenir là-dessus parce que c'est important effectivement que vous vous projetiez sur quelle plateforme agréée je vais choisir. Et donc, dans cette réforme de la facture électronique, il y a deux volets, le volet e-invoicing et le volet e-reporting. Donc, le volet e-invoicing, c'est tout ce qui va concerner le dépôt, la transmission des factures dans un périmètre B2B, donc c'est business to business, hein, entreprise à entreprise, ou alors B2J pour l'État. Ça ne s'applique pas, ce sujet de dépôt et de transmission des factures, si vous travaillez avec des particuliers, B2C, ou si vous travaillez à l'international. Dans ce contexte-là, on aura un autre aspect à prendre en considération, mais pas la partie e-invoicing. Le sujet du e-reporting, quant à lui, ça concerne, pour le coup, les transactions B2C. Donc, si vous travaillez avec le B2C, il faut se focuser sur ce sujet. Et également le B2B international. Et enfin, ça concerne aussi tout ce qui tourne autour des encaissements de prestations de services. Et donc, le e-reporting, c'est le transfert à l'administration des transactions associées à ces éléments-là. Ce sont les plateformes agréées qui vont s'occuper de transmettre ces informations, mais encore faut-il qu'elles soient disponibles dans les éléments qu'on leur produira. Ce qui est important de comprendre, c'est que selon le contexte de chaque entreprise, selon votre contexte, à chacun d'entre vous ici aujourd'hui, le flux et la volumétrie des factures que moi j'appelle non RFE va persister, puisque ce n'est pas à partir du 1er septembre que l'intégralité des factures que vous allez recevoir l'intégralité va être format RFE. Il va continuer à y avoir des fournisseurs qui vont vous envoyer des factures papier, des factures PDF par mail, etc. Donc ça veut dire que du coup, il est potentiellement intéressant, dès à présent, de s'équiper peut-être d'un outil dont on va parler tout à l'heure, d'un portail de dématérialisation de factures fournisseurs, pour pouvoir traiter l'intégralité de ces factures. Et il y a aussi du sens à mettre en place un portail de démat pour les factures sortantes. On revient là-dessus dans un instant. Il faut aussi avoir en tête que l'AFNOR continue à travailler sur ce sujet de la réforme de la facture électronique et qu'il y a des précisions qui sont apportées assez régulièrement sur ce sujet. Et que donc, il y a eu des ajustements qui ont été publiés en novembre. Il y en a d'autres qui sont attendus pour janvier 2026 et probablement au-delà, une fois qu'on aura aussi enclenché la phase pilote et la montée en puissance progressive. Mais il y a des choses qu'on sait déjà, qui sont bien déterminées et sur lesquelles on peut bien entendu avancer. Alors, on a parlé tout à l'heure de circuit de transmission des factures. Désormais, c'est plus le fournisseur qui envoie sa facture à son client, c'est le fournisseur en fait qui envoie sa facture à sa plateforme agréée. Et donc, à partir de cette plateforme agréée en fait va interroger l'annuaire des entreprises. Donc ça, l'annuaire des entreprises, il est géré par l'État. Et donc, chaque entreprise est enregistrée automatiquement à partir du moment où elle est assujettie à la TVA. Donc, la plateforme agréée va interroger l'annuaire des entreprises, va regarder quelle est la plateforme agréée que cette entreprise a choisie, et c'est comme ça en fait que la facture va bien être mise à disposition du destinataire, ou en tout cas de la PA du destinataire. Et ensuite, les plateformes agréées communiqueront entre elles, bien entendu, et ensuite, donc, les informations, les données sont transmises à l'administration fiscale.
Donc ça, c'est le nouveau circuit de transmission des factures dans le contexte de réforme de la facture électronique. Pour les entreprises qui sont hors contexte de la réforme, à l'international par exemple, vous continuez à faire comme vous faisiez jusqu'à présent. Ou vous pouvez aussi passer par votre plateforme agréée qui transmettra les informations. Les deux sont possibles. Le portail public de facturation, c'est le seul acteur qui est habilité à communiquer les éléments à l'administration fiscale. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas d'autre acteur qui a été référencé. Je vous parle aussi, et on reviendra là-dessus, de ce qu'on appelle les cas d'usage et de l'ensemble des publications qui ont été faites dans le contexte de l'AFNOR. J'ai mis le lien ici, vous pourrez aller les consulter. Et puis j'ai fait une slide synthétique dans laquelle vous retrouverez l'ensemble des liens qui m'a semblé intéressant. Et puis, il est désormais possible, depuis quelques semaines déjà, de consulter l'annuaire. Donc, ça vous permettra de voir si vous êtes bien présent ou pas dans l'annuaire. Et normalement, vous devez y être. Si jamais vous n'y étiez pas, alors que vous êtes assujetti à la TVA, il faut contacter la DGFiP. Ensuite, on va faire un focus sur le calendrier. Alors, ce calendrier. Aujourd'hui, on est le 1er décembre. J'ai mis un peu de jaune fluo là pour positionner 2-3 jalons supplémentaires. Depuis le mois de juin 2025, vous avez certainement été sollicité pour pouvoir choisir votre plateforme agréée. Il y a un moment, effectivement, où il va falloir le faire. Vous pouvez commencer à vous référencer. Aujourd'hui, on est le 1er décembre et donc la première échéance, c'est septembre 2026. Septembre 2026, c'est donc la réception pour toutes les entreprises. Mais c'est aussi l'émission pour certaines entreprises. Donc, c'est l'émission pour ce qu'on appelle les grandes entreprises, les ETI et les assujettis uniques. Pour les autres entreprises, l'émission, ça sera pour septembre 2025. Alors, comment je fais pour savoir si je suis ou pas concernée par ces échéances? Vous avez très certainement à vos côtés des experts comptables, des conseils ou même la branche d'activité dans laquelle vous êtes qui peut vous aider. Et vous avez aussi l'INSEE, j'ai mis le lien dans cette slide en bas à gauche, l'INSEE avec le numéro de sirène de votre entreprise qui va vous indiquer effectivement quelle est la catégorie qui est la vôtre. Il y a bien entendu des aspects liés au chiffre d'affaires et au nombre de salariés à prendre en considération. Donc, mon calendrier, soit septembre 2026, soit septembre 2027. Et alors, si on dit septembre 2026, j'ai mis sur cette slide volontairement le mois de juin, parce que septembre, c'est pas la meilleure période quand même pour démarrer quelque chose. On a l'été avant. Donc, ça serait peut-être bien de se dire que la bonne cible, c'est d'être opérationnel début juin. Et donc, du coup, 1er décembre, juin, il nous reste à peine 6 mois. Et si on compte en plus en jours ouvrés, on est vraiment sur une échéance qui se rapproche de façon très rapide désormais. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant et surtout tâcher d'être le plus concret possible sur ce que vous devez faire en fonction des situations qui sont les vôtres. Alors, pour mon entreprise, l'échéance de septembre 2026, est-ce que c'est plutôt la réception de factures fournisseurs dans les nouveaux formats structurés de la réforme de la facture électronique, ou alors est-ce que c'est la réception des factures fournisseurs, mais aussi l'émission des factures clients? Donc, si je me concentre pour l'instant sur la première situation, la réception des factures fournisseurs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça veut dire qu'il faut que je sois prêt à recevoir et à traiter des factures fournisseurs au format RFE. OK, des nouveaux formats que je ne connais pas jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il faut que je choisisse une plateforme agréée et il faut que je m'inscrive à cette plateforme. Il faut donc que je me pose la question de savoir si ma solution est conforme ou sera conforme par rapport à l'échéance. Il faut que je continue à traiter les factures fournisseurs qui vont continuer à arriver sur les anciens formats. Je continue à les traiter et à les exploiter. Il va falloir que je revoie peut-être un certain nombre de mes process de validation, puisqu'il va y avoir des nouveaux outils à appréhender. Et puis, il faut également que je garde en tête l'échéance de septembre 2027 où il faudra que je sois en capacité d'émettre des factures clients sur des nouveaux formats, potentiellement avec des nouveaux outils. Donc ça, c'est pour la partie réception des factures fournisseurs. Si je suis concernée également par l'émission, à minima,
je dois faire la même chose que dans la partie gauche de l'écran pour être prêt pour recevoir, mais il faut aussi que je sois du coup en capacité d'émettre mes factures pour mes clients sur de nouveaux formats, peut-être avec de nouveaux outils. Donc, il faut que je choisisse au moins une plateforme agréée. Je peux éventuellement en avoir plusieurs. Une pour la réception, une pour l'émission. C'est tout à fait envisageable, c'est possible. Il n'y a pas de règles en la matière. Il faut du coup que je vérifie que mes solutions sont ou seront conformes. Et il faut aussi que je m'organise pour continuer à traiter les factures fournisseurs aux autres formats. Et là aussi, que je réfléchisse à mes process de validation des factures, à la fois les factures que je reçois, mais aussi les factures que j'émets, parce que j'ai peut-être du boulot à faire sur ces deux aspects. C'est bon pour vous? Alors, je me concentre maintenant sur une facture qui est concernée, une entreprise, pardon, qui est concernée par la réception des factures fournisseurs pour septembre 2026. Donc, cette entreprise, elle doit se poser la question de savoir son système d'information, soit mon système d'information, je m'en occupe pour traiter exclusivement les factures RFE. Ou alors, je vais réfléchir à m'équiper de façon un peu plus large d'une solution qui va me permettre aussi de traiter l'ensemble des factures fournisseurs. On revient là-dessus. Donc, je veux m'équiper de quelque chose ou m'assurer en tout cas que je vais pouvoir réceptionner les factures fournisseurs RFE à partir de l'échéance. Donc, je peux rester sur mon périmètre 7G100, ma comptabilité 7G100, ma comptabilité 7G100 et ma gestion commerciale 7G100 pour récupérer et recevoir mes factures fournisseurs. Il faut absolument que je prévoie régulièrement de faire mes mises à jour. Par exemple, on sait aujourd'hui que la version qui sera conforme selon les dires de Sage, c'est celle qui sortira en mai 2026, la version qui s'appelle 12.20. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous vous organisiez pour faire cette mise à jour à ce moment-là. Et en fonction du gap qu'il y a entre la version dont vous êtes équipé aujourd'hui et cette version dont je vous parle, il y aura plus ou moins de boulot à réaliser. Il faut aussi que je souscrive à la plateforme agréée Sage, tant qu'à faire. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir réceptionner les factures au format RFE directement dans Sage100, soit dans la comptabilité ou aussi dans la gestion commerciale pour les factures de marchandises par exemple. Et on verra tout à l'heure, je vous ai mis des copies d'écran après pour illustrer, qu'il y aura un nouveau menu. Dans le menu traitement, vous allez pouvoir récupérer directement les factures. Et puis, pour toutes les factures qui ne sont pas RFE, vous continuez à faire comme maintenant avec les process qui sont les vôtres. S'ils vous conviennent, c'est parfait. S'ils sont perfectibles, c'est peut-être du coup l'occasion de se poser la question et de faire un peu autrement. Ou alors vous vous dites, cette échéance de septembre 2026 pour traiter les factures fournisseurs, c'est peut-être l'occasion pour moi de m'équiper d'un portail de dématérialisation des factures fournisseurs. Dans ce cas-là, et l'intérêt, c'est que je vais centraliser l'intégralité des factures dans un seul et même portail de traitement de toutes les factures fournisseurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais pouvoir du coup digitaliser les process de validation. Je vais pouvoir suivre de façon dématérialisée ces processus de validation et même m'équiper de solutions mobiles, d'applications mobiles pour valider mes factures. Ce qui est intéressant, c'est que ces solutions également permettent d'archiver, avec une valeur probante bien entendu, l'ensemble des factures qui passeront dans le portail. Je souscris à la plateforme agréée du portail et j'ajoute en fait ce portail à ma solution Sage100. Donc soit je prends la solution que Sage me propose et qu'ils appellent Sage Automatisation Comptable. Et dans ce cas-là, j'utiliserai la plateforme agréée Sage. Soit j'utilise la solution qui s'appelle TEDSCare. Et dans ce cas-là, j'utiliserai la plateforme agréée Escare. Ou alors, je peux utiliser Pennylane pour pouvoir récupérer mes factures fournisseurs. L'avantage, c'est que je peux
dès à présent m'équiper de cette solution et démarrer, mettre en œuvre les outils. Alors, avec quelques bémols près, selon la version dont vous êtes équipé, on peut ou pas mettre en place tout de suite ce portail de traitement des factures fournisseurs. Et ensuite, comment choisir entre Sage Automatisation Comptable, Tedescher, Penny Lane? Ça dépend des besoins qui sont les vôtres, certaines spécificités, de la complexité des processus de validation. Donc, on a un certain nombre de critères qui vont nous permettre de vous orienter sur l'une ou l'autre des solutions. Donc ça, c'est l'entreprise qui est concernée par la réception. Ici, on a un tableau qui permet de reprendre en fait la différence de traitement des factures fournisseurs si je me concentre sur uniquement l'exploitation de Sage 100, donc ce sont les deux premières colonnes, ou si je rajoute un portail de dématérialisation des factures fournisseurs. La grosse différence, c'est le principe et le process de validation. Aujourd'hui, dans Sage 100, il n'y a pas de process de validation. Donc là, avec un portail, vous allez pouvoir mettre en place la digitalisation du parcours de validation de vos factures, même avec des utilisateurs qui n'ont pas accès à la compta ou à la gestion commerciale. Hein. On rajoute des utilisateurs, autant d'utilisateurs que vous pourriez avoir besoin. Et ensuite, on va pouvoir avoir plus ou moins d'automatisme dans le traitement des factures fournisseurs selon qu'on considère que les factures de frais généraux ou selon qu'on a besoin de traiter les factures de frais généraux et les factures de marchandises. Dans ce tableau, vous voyez, en plus de ce que j'ai déjà dit, mentionner Sage Data Clean and Control, SDCC. Ce Sage Data Clean and Control, c'est une option que Sage propose depuis la V10 maintenant, qui a deux grandes fonctions. La première, c'est de vous aider au nettoyage des données clients fournisseurs, puisqu'à partir du moment où on va être sur des échanges de données entre machines, il faut que vos fiches tiers soient nickel, sinon ça va pas bien marcher. Et puis ce Data Clean and Control, il va aussi nous permettre d'avoir plus ou moins d'automatisme de gestion dans le traitement des factures. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ici, en synthèse, les bénéfices en fait de dématérialiser les factures entrantes, donc les factures fournisseurs. Je l'ai déjà dit, mais je répète, donc ça veut dire que du coup, vous allez pouvoir centraliser dans une seule et même plateforme compatible RFE, une plateforme agréée, le traitement de suivi de toutes les factures entrantes, quelle que soit leur provenance et quel que soit leur format. Vous allez donc pouvoir réduire le délai entre la réception des factures fournisseurs et leur intégration dans la comptabilité, tout en ayant en plus un process de gestion du bon à payer. Ça veut dire que dans votre comptabilité, vous verrez que votre facture, elle est ou pas bonne à payer. Ça va vous éviter de mettre en paiement des factures qui n'auraient pas encore été validées. Ça va vous permettre aussi d'améliorer l'automatisation du traitement des factures fournisseurs, y compris l'analytique. Et puis, on est sur un processus d'archivage documentaire avec du coup, si c'est bien archivé, une recherche plus simple des éléments et également une traçabilité des échanges et des actions qui sont menées dans tout le processus de validation avec des annotations, avec des pièces jointes si c'est nécessaire. Et puis, bien entendu, on peut quand même procéder au rapprochement des factures qui vont arriver avec les éléments de gestion commerciale selon les portées. Donc ça, c'était dans le cas où je suis concernée uniquement par la réception des factures fournisseurs. Maintenant, si je suis concernée par l'émission également des factures à destination de mes clients, il faut que je rajoute des sujets à ceux que je viens déjà d'évoquer. Donc, soit mon outil de facturation est compatible RFE, soit mon outil de facturation n'est pas compatible. Donc, par exemple, si vous êtes équipé de Sage sans gestion commerciale, Sage est plateforme agréée et Sage va bien vous proposer une solution qui sera conforme et compatible RFE. Donc, dans ce contexte-là, il faut que vous prévoyez de faire vos mises à jour. Donc, je vous l'ai dit, je le répète, la version
que Sage propose pour produire les factures au format RFE avec la gestion commerciale, c'est la 1220 qui sortira au mois de mai 2026, donc mai-juin, le temps qu'on le déploie, etc. Donc, faire les mises à jour. Donc, ça veut dire que j'utilise la plateforme agréée de Sage, vous utilisez la plateforme agréée de Sage pour émettre les factures. Et vous devez aussi regarder quels sont les cas d'usage qui sont les vôtres. Alors, dans le cadre de la réforme, il a été décrit 36 puis désormais 42 cas d'usage qui distinguent en fait les situations, les pratiques des entreprises, les cas métiers. Et donc, il faut que vous vous assuriez que les pratiques qui sont les vôtres rentrent bien dans les cas d'usage tels qu'ils ont été décrits. Et il faut que vous vous assuriez que votre solution de facturation saura traiter ces cas d'usage. Par exemple, l'assujetti unique, c'est un cas particulier. La gestion des tiers payeurs, c'est un cas particulier, ou en tout cas un cas d'usage. La gestion des acomptes, c'est un cas d'usage. Donc, il faut que vous vous assuriez que votre solution de facturation sera bien en capacité de gérer ces sujets-là. On sait déjà que la gestion commerciale 7G100 ne gérera pas très bien le sujet des assujettis uniques, par exemple. Maintenant, donc ça c'est pour la partie solution compatible RFE au niveau de l'émission. Maintenant, si vous êtes sur un outil de facturation métier qui n'est pas compatible, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Il y a plusieurs alternatives. Il n'y a pas une seule réponse, il y a plusieurs possibilités. Donc, déjà, vous interrogez votre éditeur et vous lui demandez peut-être qu'il suffit juste de faire une mise à jour de cet outil et dans ce cas-là, de souscrire à la plateforme agréée qui est associée à cet outil. Ou alors, c'est peut-être le bon moment de se poser la question de changer d'outil. Nous, on peut vous proposer un certain nombre d'outils. On peut vous proposer, par exemple, de mettre en place une gestion commerciale 7G100 pour faire des factures. Même si vous gardez votre solution métier à côté, pourquoi pas. Donc, une gestion commerciale 7G100, Penny Lane. Ou alors, vous vous dites que vous gardez votre solution métier et vous l'interfacez avec un outil de facturation conforme. Par exemple, on peut le mettre avec du 7G100. Et 7G100 gestion commerciale sera en capacité d'envoyer les éléments attendus dans le cadre de la RFE, ou alors on souscrit un service additionnel qui va être proposé par un grand nombre de plateformes agréées, et ce service additionnel va me permettre de transformer un fichier non conforme en fichier conforme et du coup d'adresser mes clients avec les informations qui sont attendues. Donc, que ce soit Sage automatisation comptable avec le module facture client ou Tdesquare avec le module facture client ou Penny Lane avec la partie facture client, il y aura des réponses sur ces situations-là. Je me permets quand même de rappeler, d'indiquer que transformer un fichier non conforme en fichier conforme, si on considère juste la partie structure, c'est pas compliqué. En revanche, il faut quand même que vous regardiez de façon détaillée quelles sont les données qui seraient absentes dans l'outil que vous exploitez aujourd'hui par rapport à ce qui est attendu dans le contexte de la RFE, parce que dans ce contexte-là, il y aura forcément à un moment ou à un autre des choses qu'il faudra saisir manuellement. Donc, en fonction de la volumétrie des factures que vous allez être amené à traiter, peut-être qu'il est préférable de changer d'outil que d'envisager de saisir manuellement des informations pour pouvoir être en capacité d'émettre correctement les factures clients. Donc en tout cas, c'est une vraie question. Et donc, si je fais un petit focus aussi sur l'intérêt de mettre en place un portail de démat des factures sortantes, bah, c'est le pendant de ce dont on a parlé sur la partie facture entrante. Là aussi, c'est pouvoir disposer d'une solution sécurisée, centralisée pour stocker l'ensemble de mes factures. Ça me permet de compléter mon dispositif de piste d'audit fiable. Alors, on revient sur ce sujet de la piste d'audit fiable dont on n'a pas parlé depuis un moment, mais la piste d'audit fiable, c'est quelque chose qui est attendu et exigé des entreprises depuis 2023. La réforme de la facture électronique ne change en rien ce sujet de la piste d'audit fiable. Donc,
avec ces portails de dématérialisation, ça vous simplifie la vie pour pouvoir tracer l'ensemble des échanges, que ce soit émission facture client ou réception facture fournisseur. Et là aussi, c'est des réductions de délai. Et puis, il faut que vous ayez aussi bien en tête que le boulot de la PDP ou de la plateforme agréée, c'est pas du tout de fournir la piste d'audit fiable. Donc, le portail en plus ou le service supplémentaire qui peut être apporté par la plateforme agréée, ça peut avoir du sens en fonction des obligations qui sont les vôtres et de l'organisation qui est la vôtre. Et donc, en synthèse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à la version dont je suis équipée? En fait, aujourd'hui, je vous ai dit que vous alliez pouvoir potentiellement démarrer avec un portail de dématérialisation fournisseur très rapidement. C'est-à-dire que si vous êtes en comptabilité 7G100, V8 ou V9, on peut d'ores et déjà vous proposer de vous équiper par exemple de Tedescar ou de Penny Lane. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir traiter la réception des factures fournisseurs et que vous avez un peu de souffle pour pouvoir passer aux versions suivantes, puisque vous allez pouvoir déjà traiter les factures entrantes avec ces outils-là. Pour cette automatisation comptable, ACS, c'est à partir de la V10 qu'on a une conformité. Ou alors, si votre choix, c'est de ne pas mettre en place un portail, dans ce cas-là, il faudra effectivement que vous prévoyez de faire la mise à jour en 12.20. Donc, je vous ai dit qu'elle sortait au mois de mai. Donc ici, vous pourrez bien entendu regarder tranquillement les situations qui sont les vôtres et on vous fournira ce document. Mais voilà une synthèse en fait des différentes alternatives ou solutions que vous pouvez choisir par rapport aux situations qui sont les vôtres. Donc, soit uniquement la réception, et dans ce cas-là, à partir de la V8, j'ai une possibilité. Si on soit réception et émission, et là c'est pareil, on peut potentiellement à partir de la V8 avoir une solution, mais il faudra bien regarder les différentes contraintes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous êtes sur des versions inférieures à la V8 de 7G100, vous devez impérativement mettre en place les nouvelles versions. Et vous pouvez aussi très bien imaginer de faire une montée de version maintenant, par exemple en V12, et en profiter pour vous équiper du portail de démat, de telle façon à ce que vous ayez après un peu de respiration pour la partie émission, si pour vous l'émission c'est septembre 2027. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas, j'insiste, une seule réponse, mais il y a plusieurs possibilités en fonction des contraintes qui sont les vôtres. Il ne faut pas oublier 2-3 éléments, quelle que soit en fait votre situation. Dans tous les cas, il faut que vous soyez attentif sur les paramétrages qui sont les vôtres autour de la TVA et votre process de TVA, puisqu'on a dit quand même que la réforme de la facture électronique, c'était une réforme fiscale pour contrôler la TVA et que les transactions vont se faire de machine à machine. Donc si aujourd'hui, votre déclaration de TVA se fait à partir de nombreux retraitement manuel, il faut que vous ayez en tête que c'est le bon moment pour mettre à plat tout ça et modifier les paramétrages, adapter les paramétrages, revoir peut-être vos pratiques pour pouvoir tendre vers l'automatisation du traitement de TVA. Il y aura peut-être des petits réglages à faire au niveau de la TVA et on vous propose d'ailleurs un accompagnement dédié sur la TVA dans cette leçon aujourd'hui. Il faut aussi impérativement que vous vérifiez les données des fiches tiers, les données des fiches clients, les données des fiches fournisseurs. Il y a des informations qui sont obligatoires, les sirènes, les adresses, le numéro de TVA. Donc il y a vraiment des informations qui sont indispensables et que vous devez absolument vérifier. Si vous avez des fiches tiers qui ne sont pas très propres, si vous avez des doublons, si vous avez un peu la pagaille, c'est le bon moment de nettoyer ces éléments-là. Si vous devez faire une mise à jour de vos solutions,
et que vous êtes sur des versions qui sont très anciennes, des V3 et au-delà, il faut aussi que vous vous posiez la question de savoir si votre serveur, votre machine est prêt et correctement dimensionné pour pouvoir accepter la prochaine version. Ou alors c'est peut-être l'occasion de changer de serveur, de passer à l'hébergement, de remplacer ce serveur ou du coup de changer de solution. En tout cas, il faut bien regarder ça pour pas être au pied du mur au mois d'août où on aimerait tous continuer à être en vacances. Et puis, il faut absolument que vous regardiez aussi le système d'information de votre entreprise, comment ça se passe aujourd'hui. Parce que là, j'ai parlé d'un monde un peu idéal où je suis équipée de 7G100 gestion commerciale, de 7G100 comptabilité. Mais si vous avez des outils de facturation d'autres éditeurs, et c'est tout à fait envisageable et possible, il faut voir, ou si vous avez des solutions de caisse, si vous avez un site e-commerce, comment ces outils communiquent les uns avec les autres et dans le contexte de la RFE, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils sont bien prévus d'évoluer conformément aux différentes attentes? Une fois qu'on a dit ça, parce que je suis certaine que ce que vous voulez c'est voir, je vais quand même vous montrer en quelques images comment ça se passe dans 7G100 si je reste dans mon périmètre 7G100. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait avoir dans la comptabilité et dans la gestion commerciale un nouveau menu. Donc là, je suis dans la posture où je dois recevoir des factures fournisseurs et donc je réceptionne ma facture fournisseur directement dans 7G100 comptabilité et je vais utiliser le nouveau menu qui s'appelle traitement Sage Connect réception des factures fournisseurs. Donc ça, c'est un menu que vous n'avez pas. Ne le cherchez pas. Il est exclusivement disponible pour quelques partenaires Sage et sur des versions 12 et quelques versions bêta. Donc, en tout cas, on utilisera ce nouveau menu pour pouvoir réceptionner les factures fournisseurs qui sont déjà dans la plateforme agréée de Sage. Donc ça va être l'usage que je vais mettre en place, plus particulièrement pour des factures de frais généraux, parce que sinon, pour des factures de frais de marchandises, on verra tout à l'heure qu'on peut le faire avec la gestion commerciale. Je vous ai mis aussi une petite vidéo, vous aurez le lien pour avoir un flux que vous pourrez voir et revoir si vous avez besoin de creuser le sujet. Donc je vais avoir un nouveau menu dans ma comptabilité. Ce nouveau menu, en fait, il me permet de me connecter à ma plateforme agréée Sage Connect. Donc j'ai mis ici deux images de la plateforme agréée, enfin de l'interface, la face visible de l'iceberg et donc c'est le fameux Sage Connect. Donc Sage Connect, c'est mon portail dans lequel je vais récupérer mes factures fournisseurs. Vous voyez qu'on a les transactions fournisseurs, les transactions clients. Là, on se concentre sur les transactions fournisseurs et donc je réceptionne toutes mes factures. Une fois que ces factures sont réceptionnées dans mon portail, je vais pouvoir, il y a des statuts dans la partie centrale de l'écran en bas, là, statut de la facture, approuvé, prise en charge, etc. Donc je vais pouvoir faire un premier niveau de traitement de mes factures et je vais dire ce que j'en fais. Une fois je peux la visualiser, bien entendu, il y avait un petit trombone là, qui me permet de visualiser la facture. J'accepte ma facture et parce que j'ai accepté cette facture, je vais la retrouver dans ma comptabilité, dans la partie réception des factures fournisseurs. Et donc là, j'ai la liste de toutes les factures qui sont dans ma plateforme agréée. Donc, je suis bien dans la comptabilité Sage. Je double-clique sur la ligne et à partir du moment où je double-clique sur la ligne, j'ai l'écran qui apparaît et qui est partagé en deux. Donc à gauche, le visible de la facture, le lisible de la facture, et à droite, deux onglets, un onglet document et un onglet écriture. Un onglet document dans lequel je pourrais avoir le détail des lignes et le deuxième onglet écriture. Et ça, c'est possible, la partie écriture, avec une proposition des écritures, c'est possible parce que j'ai Data Clean and Control et que donc il va aller chercher un modèle d'écriture que je lui ai paramétré. Et donc, j'ai une proposition d'affectation comptable des écritures correspondant à cette facture. Si je n'ai pas Data Clean and Control, ben, ce n'est pas très grave, hein, je vais donc devoir saisir manuellement mon écriture comptable, comme je le fais aujourd'hui avec une facture que je récupère de mon fournisseur. Et j'ai un bouton, vous voyez en haut à gauche,
je me retrouve avec mon bouton approuver et donc j'approuve la facture. Je pourrais aussi la refuser, mais on va se concentrer sur l'approbation. Donc j'approuve la facture et donc voilà, la facture est approuvée. Le statut remonte dans le portail et donc sera renvoyé à mon fournisseur et moi, j'ai traité ma facture. Donc ça, c'était pour la partie comptabilité et donc j'insiste, la pré-remplissage est fait grâce à Data Clean and Control. Et après, je viendrai bien sûr rajouter l'analytique. Et dans la compta, sur la fiche fournisseur, j'ai rajouté donc un modèle de saisie pour pouvoir récupérer ces informations et donc faire en sorte que la comptabilité soit pré-renseignée dans le traitement de ma facture. Maintenant, je vais passer dans la gestion commerciale 700 pour recevoir une facture fournisseur. Donc, comme tout à l'heure, j'ai un nouveau menu dans le traitement Sage Connect, réception des factures fournisseurs. J'ai accepté dans le portail la facture et là, je suis dans ma gestion commerciale et encore une fois, j'ai l'écran qui est partagé en deux avec le visible de la facture à gauche et le détail de la facture ligne à ligne à droite. Et là, je vais pouvoir, si dans ma gestion commerciale, j'ai traité les informations, le bon de commande ou le bon de livraison, je vais pouvoir du coup rapprocher les éléments qui sont contenus dans cette facture avec les bons de livraison ou bons de commande que j'ai fait dans ma gestion commerciale. Si je suis d'accord, j'approuve, sinon je pourrais refuser la facture ou la mettre en litige. Donc, je rapproche ma facture et du coup, la facture est traitée et c'est bien la gestion commerciale qui écrira dans la comptabilité. J'ai mis ici un écran qui répond peut-être à des questions que certains d'entre vous se posent. Comment il fait pour savoir que la facture, je la traite dans ma gestion commerciale plutôt que autrement et comment il fait pour savoir que je rapproche sur un bon de livraison, sur un bon de commande. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments de paramétrage qui sont donc désormais disponibles depuis la V10, la V11, la V12, que Sage affine au fur et à mesure donc de l'évolution de la norme. Donc ces paramètres-là, aujourd'hui, si vous les cherchez, vous, dans vos versions, sauf pour ceux d'entre vous qui seraient en V12, mais il ne peut y en avoir des tonnes, vous ne les avez pas. Et encore cet écran, c'est un écran de la 12. Donc, ça, c'était la réception des factures à partir de la gestion commerciale. Donc, on a vu la réception des factures à partir de la compta, on a vu la réception des factures à partir de la gestion commerciale et on va maintenant passer à l'émission d'une facture client. Donc, dans ma gestion commerciale, c'est 200. À partir du moment où je serai dans la bonne version et que j'aurai souscrit à la plateforme Sage, je vais pouvoir faire une facture. Donc, je fais dans mes documents de vente et là, j'ai un nouveau menu de transmission des factures. Donc, soit je transmets les factures une à une, soit je transmettrai plusieurs factures en masse. Donc, vous voyez qu'on a un nouveau menu en haut à droite. Donc, je fais une facture traditionnelle et j'ai un nouveau bouton transmettre Sage Connect. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la liste des documents de vente, vous voyez bien qu'on a des informations sur le statut, la deuxième colonne là, où on voit que la facture, elle est prise en charge, elle a été refusée, elle a été synchronisée, puisqu'il y a une synchronisation qui se fait entre Sage100 et la plateforme derrière. Il y a aussi un certain nombre d'éléments qui sont à rajouter. Encore une fois, je parle de nouvelles informations. Dans le cadre de la facture, on a le cadre de facturation. Est-ce que c'est une facture mixte? Est-ce qu'il s'agit d'une facture de biens ou est-ce qu'il s'agit d'une facture de service? Ces notions-là, ce sont des notions qui sont désormais à mentionner quand on établit une facture qui n'existe pas actuellement. Ces informations-là seront donc soit calculées directement par l'outil ou en tout cas, il faudra venir les vérifier. Donc, le petit bouton transmettre qui me permet donc d'utiliser Sage Connect et donc ma plateforme agréée Sage pour pouvoir transmettre ma facture et faire en sorte qu'elle soit mise à disposition pour mon client. On retrouve ici dans la liste des documents de vente ce que je vous disais, le statut. Donc, ma facture, cette fois-ci, elle a bien été transmise. Donc, je la retrouve directement dans cet écran. Et après, comment je fais pour savoir les adresses on a un lien qui va exister entre Sage100
et le fameux annuaire du portail public de facturation qui me permettra d'identifier justement les adresses à utiliser pour pouvoir transmettre les factures. Donc par défaut, l'adresse, c'est le sirène de l'entreprise, mais chaque entreprise va devoir décider si elle souhaite mettre en place des adresses différentes pour traiter certains sujets. Pour ceux d'entre vous qui travaillaient déjà aujourd'hui avec Chorus, par exemple, on a des notions de code service. Donc, si vous voulez que les factures de frais généraux arrivent à une certaine adresse et les factures de vos juristes, par exemple, arrivent sur une autre adresse, ben, il faudra indiquer effectivement des adresses différentes en fonction des services, par exemple. Et on peut même imaginer avoir une plateforme agréée pour les frais généraux en réception et une plateforme agréée pour d'autres types de factures. Pourquoi pas, si c'est ce que vous souhaitez faire. Voilà pour les illustrations dans cette leçon. J'espère que c'est clair. Donc, on a bien, du coup, dans cette leçon, la possibilité de recevoir les factures au format RFE directement dans l'outil. Et on a bien, dans cette leçon, la possibilité de pouvoir émettre des factures au format RFE directement dans l'outil. Et pour les autres factures, vous continuez à faire comme vous faites aujourd'hui. Ou alors, on se dit qu'en fait, je rajoute un portail de dématérialisation des achats et je vous ai dit que nous, chez Cyborg, on peut vous proposer soit cette automatisation comptable, soit Tedescar, soit Pennylane. L'idée, c'est que vous sachiez qu'en tout cas, il y a plusieurs alternatives et on vous proposera la solution qui est la plus pertinente au regard des contraintes et des enjeux qui sont les vôtres. Pourquoi c'est intéressant de mettre en place un portail rapidement? C'est parce que si je suis équipée uniquement de comptabilité, aujourd'hui, en fait, quand vous récupérez une facture, cette facture, vous la saisissez manuellement dans votre comptabilité, vous procédez au paiement via moyen de paiement et éventuellement, vous faites le télépaiement de la TVA, mais en tout cas, vous faites votre déclaration de TVA. Si vous vous équipez d'un portail de démat, je vais avoir aujourd'hui la possibilité de traiter des factures, toutes les factures qui arrivent, format PDF, puisque j'ai un outil de reconnaissance de caractère, on appelle ça un OCR, qui va être capable donc de traiter ces différentes factures et qui va apprendre de façon intelligente et donc m'aider dans le traitement des factures. Je digitalise le processus de validation, on appelle aussi le workflow de bon à payer, et j'envoie les écritures dans ma comptabilité et accessoirement, j'archive les documents et il y a un lien qui se crée entre la comptabilité et ces documents que je peux revoir. Donc ça, c'est le flux optimisé de traitement des factures au format PDF. Demain, quand les factures vont arriver au format RFE, si je suis équipée de ma comptabilité 7G100 dans la bonne version, je vais donc passer par la plateforme agréée Sage et j'utilise le menu que je vous ai montré tout à l'heure directement dans Sage Connect. Je récupère mes factures et je les récupère dans ma comptabilité. Et pour les autres factures, je continue ce que je fais. Si je rajoute donc, si j'ai équipé ma société d'un portail de démat, à partir du moment où les factures vont arriver au format RFE dans ma plateforme agréée, je vais pouvoir mettre en place un processus d'automatisation encore plus grand, puisque comme on traitera des fichiers XML, je vais pouvoir avoir une assistance et un automatisme à la ligne. Et donc, j'intègre le flux des processus de validation que j'ai déjà mis en place. Je génère l'écriture en comptabilité. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est intéressant, en fait, de s'équiper dès aujourd'hui d'un portail de démat. Et donc, très rapidement, j'ai mis quelques copies d'écran pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Mais encore une fois, le visuel est important, mais c'est surtout les contraintes qui sont les vôtres et les périmètres qui sont couverts par chacun de ces outils. Et j'ai mis dans chacune des slides là des petites vidéos que vous pouvez consulter quand on vous aura transmis le document. Donc, le portail fournisseur qui va permettre de traiter les factures qui arrivent, mes factures avec commande, mes factures sans commande. Je fais le lien avec ma gestion commerciale derrière où j'ai pas besoin de faire le lien. Je gère les droits d'accès des utilisateurs. Donc ça, c'est la solution Tedescar avec mon portail Escar. Ou alors, je peux avoir la solution de Sage Automatisation Comptable. Là aussi, j'ai mon portail Sage Automatisation Comptable. Je récupère mes factures fournisseurs, j'ai des processus de validation et je récupère l'intégralité de mes factures avec un processus de validation que je vais personnaliser
avec ou sans rapprochement avec la gestion commerciale. Et enfin, je peux aussi envisager d'utiliser PennyLane comme solution de démat fournisseur, même si dans l'absolu, c'est une solution qui pourrait être bien plus large que celle-là. Mais en tout cas, PennyLane propose une offre dans laquelle ils vont vous permettre de récupérer les factures fournisseurs, de traiter ces factures et ensuite d'envoyer les écritures directement à la comptabilité. Et donc, de façon synthétique, si j'y arrive, une to-do list en fait de ce que vous devez faire pour pouvoir être prêt au 1er septembre. Alors j'insiste, 1er septembre, moi je dirais plutôt 30 juin, mais bref. Donc déjà, il faut absolument que vous cartographiez votre système d'information. Ça, c'est vraiment une obligation, c'est pas un outil facilitateur, c'est vraiment une nécessité parce qu'il faut vraiment que vous ayez une bonne vision de la situation qui est la vôtre, de l'ensemble des outils dont vous êtes équipés, la façon dont ils communiquent les uns avec les autres. Est-ce que pour vous, septembre 2026, c'est uniquement la réception des factures fournisseurs ou c'est à la fois la réception et l'émission des factures clients? Dans ce cas-là, soit vous êtes autonome très bien, sinon j'ai quand même noté ici qu'on a une équipe conseil et qu'on peut vous proposer un accompagnement dans cet exercice de cartographie si vous le souhaitez et d'obligations qui sont les vôtres. Donc on peut travailler avec vous sur ce sujet. Ensuite, vous devez choisir une plateforme agréée. Ça, c'est une obligation. En revanche, vous pouvez vous équiper d'un portail de traitement des factures fournisseurs pour centraliser le traitement. Souvent, ces portails de traitement des factures fournisseurs sont aussi des plateformes agréées ou en tout cas sont adossés à des plateformes agréées. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet dès à présent de digitaliser votre process de validation, de revoir peut-être justement ces process et de centraliser dans un seul et même portail l'ensemble des factures que vous allez traiter. Vous pouvez aussi vous poser la question de savoir si vous allez opter ou pas pour l'option Data Clean and Control. Est-ce que j'ai besoin, compte tenu de la volumétrie qui est la mienne, d'un outil qui va m'aider à identifier toutes les fiches qui ne sont pas propres et toutes les fiches pour lesquelles il faut que je fasse du nettoyage, ou est-ce que je n'ai pas besoin puisque je n'ai pas grand-chose à traiter et dans ce cas-là, je vais faire le traitement manuellement. Également, vraiment regarder la façon dont vous êtes organisé pour le traitement de la déclaration de TVA. Le sujet du e-reporting, c'est une fréquence qui va être bien plus rythmée que celle qu'on connaît aujourd'hui. Selon les catégories d'entreprises, c'est par décade qu'il faudra envoyer les informations, donc il faudra forcément être organisé. Et puis, pensez à être à jour de vos solutions 7G100. Il y a des solutions, des versions pardon, qui sont obligatoires, qui seront obligatoires en fonction des situations qui sont les vôtres. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous vous équipez d'un portail de démat dès à présent, vous avez grosso modo fait 90% du chemin et que donc ça vaut peut-être le coup de s'y mettre maintenant pour pouvoir être un peu plus tranquille sur les échéances quand elles vont approcher. Il y aura forcément de la tension et du stress partout, chez vous, chez nous. Donc voilà, anticipons le plus possible. Franck me demande quid des remboursements de frais salariés. Les remboursements de frais salariés, ça ne change rien. Il y a un sujet sur les notes de frais par rapport au montant des notes de frais et dans certains cas, il faudra que le salarié demande une facture au nom de l'entreprise plutôt que ce soit une facture qui sera établie au nom du collaborateur. Mais ce sont ces sujets-là. Le remboursement en l'état, il n'y a pas vraiment de sujet. Et donc, les outils de notes de frais s'adapteront forcément, mais c'est surtout à partir de quel moment je vais demander à mon collaborateur de faire établir une facture au nom de l'entreprise et pas pour le collaborateur. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs plateformes agréées? J'ai dit oui. Nos factures sont saisies dans un logiciel de gestion autre. Ah oui, et d'ailleurs, si vous pouviez, s'il vous plaît, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas équipés de 7G100 gestion commerciale comme solution de facturation, si vous aviez la gentillesse de nous l'indiquer directement dans l'outil là,
Ça nous permettrait peut-être d'être encore plus efficace dans les adressages et dans les communications qu'on peut vous proposer. Donc, nos factures sont saisies dans un logiciel de gestion commerciale Clipper avant d'être transmises à Sage via une passerelle. Clipper propose Esker, mais on n'a pas encore décidé. Est-ce que Sage pourra s'adapter? Alors, la question, c'est pas est-ce que Sage va s'adapter, c'est peut-être qu'il faudra modifier comment dire, la fameuse passerelle dont vous me parlez, pour pouvoir rajouter certaines informations qui proviennent de Clipper à destination de Sage. Et ensuite, on peut très bien envisager, ce que je dit tout à l'heure, que vous envoyez vos factures avec Sage et du coup avec la plateforme agréée de Sage. Oulala, oulala, oulala. J'ai commencé par le bas et ça remonte. Nos factures sont saisies, c'est bon. Je ne suis pas soumis à la TVA, mais je refacture des frais. Suis-je concerné par l'émission des factures électroniques? Si vous êtes assujetti à la TVA, même si vous n'en payez pas, vous êtes concerné. Mais si, selon la volumétrie, potentiellement, c'est que septembre 2027. Vous pouvez interroger la DGFiP. J'ai mis une slide avec un lien là-dessus. Je pourrais avoir le PDF. Donc oui, bien sûr. Si notre PA n'est pas celle de Sage ni Esker, est-ce qu'on pourra réceptionner les factures dans ce menu? Non. Enfin, je suppose que le menu en question, c'est traitement Sage Connect, réception des factures. Donc la réponse est non, ça n'arrivera pas dans ce menu-là. Si votre plateforme agréée, c'est une autre plateforme que celle-là, bah, vous traiterez les factures directement dans la plateforme agréée. La question qu'il faut se poser, c'est quel est le lien entre cette plateforme agréée et Sage après derrière. Quelle est l'interface présentation si on n'a pas de plateforme de démat? Je ne suis pas sûre de comprendre la question de Mariek. On ne peut pas ne pas avoir de plateforme de démat. Pardon. Quelle est l'interface présentation si on n'a pas de plateforme de démat? C'est ce que j'ai montré dans l'illustration directement dans la comptabilité 700. Donc du coup, normalement, j'ai répondu à cette question. Alors, que faire si on remet les tickets de caisse en lieu et place d'une facture? Il faut demander une facture. Si le montant correspond, normalement l'émetteur ne remettra pas de ticket de caisse ou alors il faudra récupérer une facture et il faudra effectivement, il y aura un process particulier à mettre en place parce qu'il y a le sujet du e-reporting qui va derrière. Alors, si nous émettons déjà nos factures clients en EDI, faut-il modifier nos outils? Alors, il ne faut pas forcément modifier vos outils, mais en tout cas, il faut que vous vérifiez avec vos acteurs si la plateforme que vous utilisez pour l'EDI est en capacité de produire également des fichiers au format RFE, puisque vous devez vous conformer au sujet de la RFE. Doit-on mettre à jour? Doit-on être toujours alors Isabelle me fait une blague. Doit-on être toujours mettre les dernières versions? Normalement, je fais une mise à jour tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, si on parle de 700, c'est pas assez proche. Donc il faut effectivement envisager de faire des mises à jour plus régulièrement que ça, puisque là, on a eu une version en juin, on en aura une en décembre, et on sait déjà que celle du mois de mai 2026 est celle qui est obligatoire pour émettre et recevoir les factures directement par Sage. La seule solution pour pouvoir limiter le nombre de mises à jour obligatoires, c'est potentiellement donc de vous équiper d'un portail de démat qui va vous permettre en fait de prendre le pas sur le traitement de la réception des factures fournisseurs. Est-ce que Sage 100 pourra se connecter avec une autre plateforme agréée que Sage? Donc, Sage 100, non. Mais est-ce que Sage permettra d'utiliser des API? Oui. Mais par contre, Sage 100 gestion commerciale communique avec la plateforme agréée de Sage.
Pof, pof, pof. Toujours la mise à jour. Excusez-moi, je balaye les questions. Les liens avec les documents factures alourdissent-ils la réactivité de la comptabilité? Non. Hop, hop, hop. Je descends dans la liste. Concernant l'archivage, quelle est la durée d'archivage? Sur les portails de démat dont je vous ai parlé, c'est l'archivage légal, donc c'est 10 ans. Hop, la dernière version, les liens avec les documents, hop. Est-ce que Chorus Pro est une plateforme agréée utilisable pour les entreprises privées? Chorus Pro, c'est une plateforme pour le public. Donc, vous devez avoir une autre plateforme agréée pour le privé. Confirmez-vous que Pennylane dispose également d'un module compta qui pourrait remplacer Zedge100 dans le cas d'une comptabilité simple? Donc oui, la réponse est oui. C'est effectivement Pennylane, c'est à la fois une solution de comptabilité et un facturier. Pourrons-nous scanner une facture qui nous arrive par mail sur la plateforme? Si on parle de portail de dématérialisation, donc par exemple Sage automatisation comptable, si on parle de Tedesca ou si on parle de Pennylane, oui. Sur la plateforme Sage Connect, on ne pourra pas scanner une facture qui arriverait par mail, c'est pas possible. Les PA proposent leurs tarifs selon le nombre de flux, mais comment est-ce comptabilisé concrètement? Alors déjà, ça dépend des plateformes en termes de comptabilisation. En fait, justement, ça fait partie des critères de choix. Il faut bien regarder dans les petites lignes ce qui est décompté, puisque certaines plateformes agréées disent que le flux, c'est une facture, d'autres disent que le flux, c'est une facture dans la limite d'un certain nombre de pages ou dans la limite d'un certain poids. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut regarder. Et après, il y a une console d'administration dans laquelle on aura le décompte des flux qui seront identifiés. Donc, vraiment, il faut regarder les modalités tarifaires de chacune de ces plateformes. Alors, si on fait uniquement la mise à jour en 12.20 en mai, après, si on a le portail de démat, on ne devra plus faire les mises à jour Sage. En tout cas, si on est concerné par la réception, on est OK. Sur la partie émission, au moment où on se parle, c'est bon. Mais je ne sais pas comment dire, supposer ce qui pourrait éventuellement évoluer. On est en scanné. Alors, je crois que j'en ai raté. Sage 100 V8 et ACS ne sont pas suffisants pour la réception. Ah bah si. À partir du moment où votre périmètre aujourd'hui, c'est uniquement, donc c'est Frédéric qui pose la question, si vous êtes équipé de ACS, V8, ACS, c'est, j'en perds mon latin. J'en perds mon latin. Où j'ai mis ce truc? ACS, c'est V10. Donc, si vous êtes équipé de la V8 et que vous ne voulez pas faire la mise à jour, même si c'est pas ce que je vous conseille, vous pouvez éventuellement vous équiper d'un portail comme Tedesca. Mais pour la réception, sinon c'est un peu juste. J'ai fait à peu près le tour. Est-ce que Sage Connect pourrait remplacer la GED? Pas du tout. Donc, Sage Connect, c'est pas une GED. En revanche,
Sage va proposer un service complémentaire dans Sage Automatisation Comptable, dans ACS, et il va y avoir une GED dans ACS. Elle sera disponible fin d'année, début 2026. On a commencé, nous, à travailler dessus, à faire des tests. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, dernière question. Vous conseillez fortement de s'inscrire à la plateforme le plus tôt possible. Au-delà de l'inscription à la plateforme, donc oui, il y a un moment où il va falloir le faire et les inscriptions sont ouvertes, c'est surtout de s'assurer que les outils dont vous êtes équipés vous permettent d'être prêts. Donc, si vous êtes prêt et que vous décidez de passer par Sage parce que tout ce qu'on vous propose fonctionne, bah, vous vous inscrivez, puis comme ça, c'est fait. Et vous pourrez potentiellement commencer à travailler peut-être en avance de phase si vous avez des fournisseurs qui anticipent l'appel. Puisque je rappelle que l'échéance du 1er septembre 2026, c'est une échéance au plus tard. Donc, dans l'absolu, il va y avoir des flux qui vont commencer à évoluer avec des formats RFE dans le deuxième trimestre de 2026. Donc, vous avez tout intérêt à vous inscrire sur la plateforme si vous êtes en plus sur des outils qui sont conformes. Et puis ça vous permet aussi de vous familiariser avec les nouvelles pratiques. Il va falloir quand même gérer accompagner les collaborateurs, il faut les former, il y a des nouvelles façons de travailler. Enfin, moi, je suis très sincèrement convaincue que au plus tôt vous vous y mettez, au mieux ce sera. Alors, pour l'inscription à la plateforme agréée, c'est 700, vous verrez. Et il faut que ce soit une personne qui soit habilitée à représenter l'entreprise qui s'inscrive. Quels sont les éléments des fiches tiers à contrôler en amont? Parmi les éléments indispensables, il y a le numéro de sirène et le numéro de TVA. Là. Donc ces informations sont obligatoires. On a la liste sur le site du gouvernement et sur le site d'Apsis-Cyborg aussi. On a la liste des champs obligatoires sur les factures. Et pareil, je vous ai mis le lien dans le PDF que vous allez recevoir avec le détail de la norme et de toutes les valeurs qui sont obligatoires. On pourra faire le e-invoicing sans pour autant directement faire le e-reporting. Alors, le e-invoicing, c'est l'envoi et la réception des factures. Le e-reporting, en fait, vous êtes éligible au e-reporting à partir du moment où vous émettez vous aussi des factures. Donc, si l'émission pour vous, c'est septembre 2027, vous serez concerné par le e-reporting pour septembre 2027. Si nous avons plusieurs sociétés, devons-nous avoir une plateforme par société? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Si pour toutes les sociétés, vous êtes équipé des mêmes outils et que vous avez par exemple 700, vous pouvez très bien avoir une seule et même plateforme pour l'ensemble des sociétés. Si vous êtes plusieurs utilisateurs à travailler sur les mêmes sociétés, c'est peut-être plus simple d'avoir une seule et même plateforme. Parce qu'encore une fois, ça veut dire, ces histoires de plateforme, ça sous-entend quand même que vous allez devoir retravailler vos process. Donc, peut-être plus facile si vous êtes sur un seul et même outil. Il faut par contre que vous vous assuriez que cet outil correspond aux besoins qui sont les vôtres. La question était plutôt de savoir si le fait d'enregistrer la PA n'enclenchait pas directement le e-reporting. Non, 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 pas du tout. La télédéclaration sera-t-elle obligatoire ou nous pourrons continuer à saisir les CA3 La saisie des CA3, il y a un moment où ça sera plus possible.
Mais pour l'instant, il n'a pas été mentionné le fait que c'était fermé. Mais il y a un moment où ça sera plus possible. Délégation possible de la personne habilitée sur un responsable ou directeur comptable pour l'inscription à la plateforme agréée, il faut qu'on ait un représentant légal. Après, il y aura plusieurs utilisateurs, mais il faut un représentant légal de l'entreprise. On est bien d'accord que l'inscription à l'APA sera bien en 2 phases. Je suis pas sûre de comprendre la question de Nathalie. Il y a une inscription à la plateforme agréée. Ah oui, ok, j'ai répondu du coup le e-invoicing et le e-reporting. Ensuite, est-ce qu'il m'en reste encore? Qui prend contact pour les devis? Patrick pose la question de qui prend contact pour les devis. Ben, potentiellement votre interlocuteur Cyborg habituel. Sinon, on reviendra vers vous en tout cas si vous avez dit que vous étiez intéressé. Puis normalement, vous allez tous être rappelés assez rapidement pour savoir justement comment on peut vous accompagner dans la démarche. Je crois que j'ai fait le tour, Capucine, mais en même temps, il y en a qui sont arrivés au milieu. Je vais balayer toutes les questions et puis je répondrai si jamais j'ai pas répondu à tout le monde. C'est ça, on reviendra vers Ouais. vous après le webinaire, parce qu'on a encore d'autres questions qui arrivent. Eh ben, on répondra. Promis, on répondra à tout le monde. Accordez-nous un tout petit peu de temps. Il y a peut-être des réponses que j'ai à apporter qui, du coup, répondent à des questions que j'ai pas encore lues. Donc, on va faire un peu de nettoyage et on reviendra vers vous directement. J'espère en tout cas que cette présentation vous a permis d'avoir un éclairage un peu différent par rapport aux différents aspects. Et j'espère également que les sujets sont un peu plus clairs. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez les poser ou les envoyer à votre interlocuteur habituel ou les mettre sur le site Cyborg. Ça arrivera chez moi. Et je suis à votre disposition aussi pour échanger si vous le souhaitez. Alors après, je suis pas juriste, fiscaliste, experte RFE, mais les réponses c'est plutôt lié bien entendu à l'usage des solutions. Mais voilà, on est à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets. Merci beaucoup en tout cas. Merci Emmanuel. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsicyborg.com dans rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions et d'AppSyCyborg, vous pouvez nous suivre également sur notre page LinkedIn. Merci à tous, très bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.